Merci Eric. Marc-Antoine, Eric Gazot vient de parler d'expertise et de sensibilité comme les deux piliers de ces métiers qui n'en sont pas tout en étant. Vous partagez ce point de vue aussi? Moi, j'y rajouterais surtout la notion d'engagement, c'est-à-dire à la question de savoir si l'humanitaire est un métier comme un autre, je répondrais très clairement non. Mais j'ai déjà envie de dire que de toute façon, il n'y a peut-être pas de métiers qui sont comme les autres, d'une manière générale, mais a fortiori pour l'humanitaire. Là, je me pose même la question, est-ce qu'on peut dire que l'humanitaire est un métier? Pour moi, ce qui est un fondement à la fois historique dans la construction sociale du mouvement humanitaire, mais aussi un fondement économique et opérationnel, c'est la notion d'engagement. À tel point d'ailleurs que vous le voyez dans les mots qui sont employés, enfin on va parler beaucoup des ONG, comme entre guillemets employeurs de collaborateurs humanitaires, on parlera aussi d'institutions plus hybrides comme le CICR, ou bien aussi, pourquoi pas, d'organisations gouvernementales humanitaires, les bailleurs de fonds, qui eux aussi ont du personnel expatrié souvent sur les terrains de crise. Donc je ne m'arrêterai pas uniquement au mot ONG, mais ce que je vois par exemple aux États-Unis, pour dire à quel point cette notion d'engagement et de volontariat est fondamentale, on ne parle pas d'ONG, mais on parle de PVOs, les Private Voluntary Organizations. Alors c'est intéressant d'avoir un peu une lecture lexicale, la façon dont on comprend les acteurs et aussi les stratégies d'action humanitaire sur les terrains. En Suisse, enfin surtout en Belgique et également aussi en France. En Belgique, on parlera plutôt, alors là, ce n'est pas la notion de volontariat qui ressort des mots, c'est la notion de but non lucratif avec les associations, les ASBL, comme on dit en Belgique, les associations sans but lucratif, les associations de loi 1901 en France. Donc là, c'est plutôt la dimension non-profit qui apparaît. Alors qu'aux États-Unis, qui précisément sont décriés comme un modèle qui a participé à la professionnalisation ou à la marchandisation de l'aide humanitaire, là c'est la notion de volontariat qui ressort. Donc je trouve ça intéressant de comparer. Alors j'ai envie d'être un peu provocateur, parce que si l'humanitaire est un métier comme les autres, si ça devient une profession et qu'on y fait carrière, dans ce cas-là je me pose la question, quelle est la valeur ajoutée des ONG par rapport à des entreprises? Si on juge la qualité de l'action humanitaire par la performance technique, à ce moment-là, les entreprises peuvent être d'excellents prestataires de services pour construire des puits, des logements, pour des sinistres qui seraient liés à des catastrophes naturelles, des guerres, des conflits politiques, etc., etc. Pour moi, une des valeurs ajoutées de l'association, du groupe humanitaire qui intervient sur le terrain, c'est donc la notion d'engagement et c'est la notion de débat à l'intérieur même du groupe. Justement, toutes ces questions qu'on peut se poser sur l'impact de l'humanitaire, sur tous les dilemmes qu'on connaît déjà. Et là, je crois que la notion d'engagement me paraît absolument fondamentale et explique pourquoi, selon moi en tout cas, l'humanitaire n'est certainement pas un métier comme les autres. Laurent Corbat, vu du CICR, même question. Et puis peut-être après, au-delà de cette question, vu du CICR, mais aussi d'un observateur de l'humanitaire que vous êtes, comment avez-vous vu l'évolution de cette professionnalisation de toutes les organisations? Bien, d'abord, je crois que ce n'est pas une surprise. Je partage largement ce qui a été dit par mes deux collègues tout à l'heure. Je précise d'abord que je ne suis pas du tout un spécialiste des ressources humaines en ce qui me concerne. Je remplace un peu au pied levé, comme ça a été dit, ma directrice. On va essayer, avec une expérience, de vous donner des réponses un peu adaptées au contexte. Bon, moi, je pense que je vais vous faire un peu une réponse de Normand, même si je suis suisse. C'est oui et non. L'humanitaire, un métier... En tout cas, pas un métier comme les autres. Là, je suis d'accord avec mon collègue. On a besoin de professionnels pour faire face à des situations de plus en plus complexes, pour asseoir sa crédibilité, pour être performant dans un environnement de compétition quand même largement développé aujourd'hui au sein de l'humanitaire. Et pour ça, on a toujours eu des professionnels qui exercent leur profession dans un cadre humanitaire. Les médecins, les infirmières, les ingénieurs, c'est les premiers d'entre eux. Maintenant, il y a évidemment aussi des compétences qui sont spécifiques à certaines organisations humanitaires. Je pense par exemple pour le CICR, c'est pas possible, enfin je ne sais pas s'il existe des écoles, des cadres de formation académique ou autres, pour devenir délégué protection. C'est une spécificité CICR qui s'apprend par des cours à l'interne, etc. Comme... Et là aussi, je reviens sur ce qui a déjà été dit, très vite, au sein de l'humanitaire, des gens se révèlent des compétences qu'ils n'avaient peut-être pas imaginé exercer au préalable. Je pense souvent là à des fonctions managériales qui deviennent assez rapidement importantes au sein d'une activité humanitaire. Et probablement qu'une bonne majorité des gens se trouvent devant des responsabilités managériales beaucoup plus grandes que celles sur lesquelles ils se retrouveraient à l'extérieur, ou en tout cas est souvent beaucoup plus
challenging, on va dire. Donc oui, c'est un métier comme les autres dans une certaine mesure. Non, parce qu'il y a aussi des métiers spéciaux qui se développent à l'intérieur d'une carrière à l'humanitaire. En plus, alors là, je suis complètement d'accord. Non, parce que ce n'est pas, c'est un métier qui, on n'arrive pas là par hasard. Marc-Antoine parlait d'engagement. Oui, il faut une certaine motivation, en tout cas, c'est un des critères fondamentaux d'engagement chez nous. Je pense plus grand, plus large que pour l'écrasante majorité des autres professions que l'on peut exercer en France ou ailleurs. Je pense aussi que c'est une activité qui, quand même, part du principe qu'on a envie un peu de quitter sa zone de confort. C'est plus évident de rester dans un environnement européen relativement cadré et agréable et confortable. Ça l'est beaucoup moins évident d'aller vivre dans des circonstances un peu plus difficiles, dans des théâtres d'opérations risqués, etc. Et c'est le troisième point, c'est que non, c'est pas un job comme les autres, parce que c'est un job quand même relativement risqué, en tout cas beaucoup plus que la moyenne de tous ceux sur lesquels on peut... hormis les forces armées, hormis peut-être ça, mais ça c'est aussi des choix qui se font de manière consciente. Mais il faut juste être clair que l'humanitaire, en tout cas tel qu'il est pratiqué par le CICR, se déroule dans des théâtres d'opération qui sont un peu plus risqués que l'environnement quotidien que nous pratiquons ici. Et puis non, enfin, parce qu'il n'est pas évident de faire une carrière dans l'humanitaire. Je pense que une bonne partie, je ne veux pas de pourcentage, mais je pense que largement plus de la moitié des gens qui s'impliquent dans l'humanitaire le font pour une période relativement courte de leur vie professionnelle, et certainement pas pour l'ensemble, parce que justement, il y a un certain nombre de contraintes qui ne sont plus forcément praticables sur la durée. Ceci étant, il y a des carrières dans l'humanitaire. Ouais, vous en avez un devant vous, en tout cas, en ce qui me concerne, puisque ça fait 25 ans que je travaille pour la même organisation. Maintenant, la deuxième partie de la question était... de savoir historiquement, oui. Historiquement, comment tout ça a évolué. Historiquement, comment tout ça a évolué, c'est sûr qu'il y a eu un besoin progressif de cadrer mieux, de mieux penser toute politique de ressources humaines au sein d'une institution comme le CICR, simplement parce qu'on était en croissance. Il y a une vingtaine d'années, le nombre d'expatriés et par conséquent le nombre d'employés nationaux du CICR était probablement 5 à 6 fois moindre que celui d'aujourd'hui. Et puis, il a fallu s'adapter également parce qu'un certain nombre de mesures nous sont apparues de plus en plus importantes. Je pense qu'il y a eu une transformation qui allait, on va dire, d'une compréhension restrictive du système de la neutralité du CICR avec des Swiss only jusqu'à la situation d'aujourd'hui où on se retrouve avec une organisation tout à fait internationalisée, plus de 82 nations représentées parmi les 1300, 1400, 1500, je ne sais pas exactement, expatriés du CICR aujourd'hui. Et donc déjà là, une très grosse prise en compte de nécessité de s'adapter à un monde qui évolue et qui n'est plus systématiquement centré sur une neutralité suisse telle qu'elle a pu être perçue au départ. Ça, c'est un des points. Maintenant, je pense également que pour arriver à des questions de professionnalisation mieux établies, évidemment qu'on passe par des systèmes de formation, des systèmes de rémunération, de fidélisation du personnel, de compensation pour toutes sortes de politiques qui vont viser à fidéliser, d'abord à attirer, puis ensuite à fidéliser, dans le but d'avoir de pouvoir performer de manière optimale. Merci Laurent. Alors, pour continuer à brosser un peu l'état des lieux, il faut nous intéresser maintenant aux formations. Alors, les formations à l'humanitaire, elles ont suivi un peu le même chemin que la croissance des ONG dans ces 20 dernières années. Elles se sont multipliées. Il est intéressant peut-être d'en rappeler un peu les grandes lignes. Alors, on va le faire dans un instant à travers une vidéo de Benoît Silve, qui est donc le directeur général de Bioforce, que vous connaissez, qui est à Lyon et qui aurait dû être aussi avec nous et qui le regrette. Et puis aussi, j'aperçois Philippe Richman qui est présent parmi le public. Philippe Richman, observateur du monde des ONG, mais aussi enseignant depuis longtemps à Paris 1